Merci à tous pour une forme qui sera peut-être un peu différente de ce qui a été pratiqué depuis le début. Je suis effectivement chercheur et je m'inscris dans... D'abord, je vous présente une recherche en cours et je m'inscris dans une tradition plutôt américaine ou états-unienne. Et donc, je vais utiliser les PowerPoint, j'en suis désolé. Par ailleurs, je vais aussi vous parler d'une forme de complexité qui est rarement explicitée dans les cercles d'obédience plus philosophique, qui est une complexité qu'Edgar Morin appelle restreinte, qui est la complexité qu'on va pratiquer en sciences, dans les sciences naturelles et quantitatives, centrée aux États-Unis dans l'école qu'on appelle l'école de Santa Fe. Et donc, la réflexion sur laquelle je travaille actuellement, c'est sur l'épistémologie des théories d'action, c'est-à-dire comment se forme la théorie de l'action, c'est-à-dire comment l'individu élabore sa croyance qui va lui permettre d'agir sur le monde. Donc, ça part d'une préoccupation pragmatiste a priori, hein, Comment, par exemple, dans le cas des données que j'ai ici, l'entrepreneur se met à avoir des croyances sur le fait qu'il devrait faire ci ou ça, ou que son environnement est favorable ou pas favorable. Alors, on va bien sûr supposer que les cognitions, il y en a beaucoup, mais on va se focaliser sur celles du sommet, celles qui vont avoir un impact particulier sur la pensée. Alors, en tradition et positive, on va avoir tendance à penser qu'il y a des choses vraies et des choses fausses. Et on va prouver les choses vraies et les choses fausses. Et nos journaux scientifiques vont être remplis d'hypothèses qui sont ou vérifiées ou non. Dans une école de commerce et dans beaucoup de lieux d'éducation, on va se focaliser. En médecine, par exemple, il y a une terminologie qui est très à la mode, evidence-based medicine. On a maintenant en management la même chose, c'est-à-dire de dire vous ne faites les choses que si vous avez prouvé que l'on sait qu'elles sont vraies et qu'elles sont effectives. La difficulté autour de cette épistémologie, c'est que la rationalité est limitée. L'individu ne peut absorber la totalité des choses vraies du monde, en supposant même que les choses vraies existent, mais supposons même que les choses vraies existent, l'individu ne peut... Est-ce qu'on peut prendre en photo vos slides ? Bien sûr, mais j'en laisserai une copie aux organisateurs, donc ça sera peut-être le plus simple. Donc la rationalité étant limitée, l'individu ne peut s'équiper de la totalité des choses vraies du monde en supposant qu'il y ait vérité. Et ceci va nous poser une difficulté que je soumets et qui est le centre de la question de ma recherche, c'est que si vous devez équiper une personne d'une pensée étroite, restreinte, parce que de toute façon il est limité, comment choisir cette pensée ? C'est-à-dire, et c'est une question pratique pour un pédagogue, c'est-à-dire je dois former un entrepreneur et je dois lui faire croire que l'argent est important ou l'argent n'est pas important, un certain nombre de choses de ce genre-là qui vont, en fait, dans le fond, après, générer sa manière d'interagir au monde. Il faut bien comprendre que de choisir 3, 4, 5, 8 pensées parmi des milliers qu'il serait vraies est un problème donc compliqué, parce qu'on va se retrouver face à ce qu'on appelle une combinatoire. C'est-à-dire que si je sais qu'il y a 10 000 choses vraies, je regarde mes journaux scientifiques et je vois 10 000 choses vérifiées, comment diable choisir 3 ou 4 vraies parmi celles-là est compliqué, parce que je dois faire toutes les permutations, et nous avons donc maintenant des milliards de permutations possibles. Ce qui veut dire qu'en fait, même dans une tradition positiviste, nous ne pouvons pas déterminer la pensée optimale. C'est-à-dire que je ne peux pas, il n'y a pas de moyen mécanique dans cette tradition positiviste, il n'y a pas de moyen d'établir quelle serait la manière optimale de voir le monde, connaissant la limitation de l'acteur du terrain. Donc on a donc un gros problème de combinatoire. Donc voilà, par exemple, si seulement 3 croyances sur 10 000, ça fait déjà 1000 milliards de combinaisons. Donc aucun scientifique n'est capable d'établir cela. Donc c'est typiquement un problème de combinatoire que l'on retrouve donc dans toute cette pensée de l'école de Santa Fe qu'Edgar Morin appelle la complexité restreinte. Et heureusement, ce problème a été étudié dans un certain nombre de domaines, et des domaines plutôt quantitatifs, et qui suggèrent des méthodes néanmoins pour essayer de trouver cette optimalité, parce que ça nous intéresse quand même de savoir comment on va équiper l'être humain. Et pour équiper l'être humain, on va donc s'en référer à ces méthodes que l'on appelle méta-heuristiques. Pourquoi ? Ça veut juste dire qu'elles sont imparfaites, pour essayer de trouver ce que j'aurais appelé des optimums locaux. C'est-à-dire qu'au lieu de dire je vais trouver la meilleure combinaison, la meilleure théorie du monde, je vais dire bon, je ne peux pas la trouver, il y a probablement que Dieu qui puisse la trouver si Dieu existe, mais par contre je dois pouvoir trouver des combinaisons qui sont plutôt efficaces. Donc on va appeler ça un optimum local.
Alors, comment on pourrait faire ça ? Parce que ça vous paraît très abstrait. Eh bien, en fait, on a de la chance parce que ces choses-là émergent naturellement dans la société humaine. Et c'est ça l'astuce, c'est de constater que des mécanismes donc dits évolutionnistes ont tendance à converger vers des solutions d'optimal local. C'est-à-dire que si vous laissez un certain nombre d'agents, c'est comme ça qu'on les appelle dans ces sciences, interagir, et ces agents-là, je vais prendre un exemple, je vais me focaliser dans mon champ de recherche qui est l'entrepreneuriat. J'ai des agents, ce sont en l'occurrence des humains, souvent on fait ça avec des simulations informatiques. Je prends ces agents et je leur dis, allez-y, actez sur le monde. Alors au démarrage, ils partent avec n'importe quelle théorie du monde. Et au fur et à mesure qu'ils agissent et qu'ils performent et qu'ils ont plus ou moins de performance, je les laisse plus ou moins échanger leurs croyances avec le reste du monde. Bien sûr, je donne une prime à celui qui est meilleur, entre guillemets. Donc là, vous reconnaissez, vous avez tous fait un petit peu de biologie, vous reconnaissez la logique évolutionniste en biologie où les personnes qui se portent mieux ont plus tendance à se reproduire. Donc cette logique génétique, on appelle ça d'ailleurs un algorithme génétique, suggère que quand vous regardez un champ d'action, il va émerger une croyance partagée, et cette croyance partagée est un optima local, et cet optima local a des qualités intéressantes, parce que mine de rien, je vous rappelle que par la science positiviste, on n'était pas capable d'établir quel était un optima. On était absolument incapable. Dans la tradition sociologique française, on appellerait ça un calcul social. Je suis désolé, ça a été traduit récemment. C'est un calcul, pas une calculation. Donc, on va appeler ça un calcul social, c'est-à-dire que le groupe social se met à agir et processe de l'information, et le résultat de ce processus cognitif partagé n'est pas inintéressant. Donc on va essayer de... Là, je vous donne juste les résultats. Hein, je ne vais pas rentrer dans les détails et tout prendre, ce n'est pas intéressant. Dans mes études, je remarque qu'on va, sur une population d'entrepreneurs, remarquer qu'ils ont une croyance. Donc je ne le vois même pas moi-même à cette distance. Vous devez faire les choses par passion. Vous devez accepter l'échec. Vous devez être quasiment irrationnel. Voilà, je vais retrouver ce cluster de croyances dans une population d'entrepreneurs. Alors, dans d'autres études, par exemple Sarasvati, elle trouve deux clusters qui s'opposent, et selon les populations, on a des clusters qui ont des croyances différentes, et on peut commencer à observer le fait que certains clusters s'opposent ou se complètent. Et donc ce sont ces objets qui nous intéressent. Parce qu'il faut bien comprendre que ces objets ont des qualités épistémiques, et je suis désolé de ce mot horrible, mais ça voulait juste dire que je me questionne, me dire, quand je regarde ces croyances, est-ce que je dois considérer que c'est des pures croyances, donc elles ne valent rien du tout, ou est-ce que je dois dire, bah tiens, puisque s'il le pense, ça doit être vrai, ou est-ce que je peux le qualifier de manière un peu plus supérieure? Donc sur les données que j'ai, en tout cas, ça nous suggère des choses. Par exemple, effectivement, elles ont plein de défauts, ces croyances, elles sont pleines d'imprécisions, puisqu'elles sont partagées entre des êtres humains, donc l'être humain, dans sa pratique quotidienne, n'est pas obsédé par les définitions. Elles vont même contenir des contrefaits. Ce que j'appelle des contrefaits, c'est un fait qui est faux. Donc, par exemple, dans les données sur les entrepreneuriats, on va trouver la croyance que pour être entrepreneur, il faudrait être quelqu'un qui aime le risque. Il s'avère qu'en tant que chercheur sur l'entrepreneuriat, je sais que ceci est faux. Donc, en tradition épistémologique, j'aurais tendance à penser que l'objet de mon observation, le chimpanzé que l'on appelle entrepreneur, a tort. Dans cette réflexion-là, nous devons commencer à réfléchir à l'idée que si je dois choisir 3 croyances parmi 10 000, rien n'interdit qu'une croyance efficace soit une contre-croyance. Rien ne l'interdit parce que pour l'instant, je cherchais la croyance qui va générer au mieux l'action, et arrive à ce moment-là, dans le fond, une croyance qui nous semble contre-factuelle d'un point de vue positiviste pour être adaptée dans cet optima. Donc on voit ça dans les données, on voit des croyances qui sont contre-factuelles, mais il ne faut pas obligatoirement écarter la possibilité que ce soit probablement efficace. Alors, elles ont des propriétés positives. Là, le fait d'être contrefait, c'est un objet intermédiaire, puisque ça nous paraît faux, mais en même temps, c'est peut-être acceptable. Mais ces théories ont quand même plein de propriétés intéressantes. Elles sont bien dimensionnées, c'est-à-dire qu'elles sont compactes, hein, c'est facile à raconter. Donc, dans la presse, vous voyez, les entrepreneurs vont vous raconter leur théorie du monde en quelques mots, et les autres entrepreneurs ont l'air de comprendre. Elles sont polymorphes, c'est-à-dire qu'en fait la même règle sert de manière multiple, donc c'est une autre qualité que l'on pourrait débattre si nous avions plus de temps. Elles sont autoréalisatrices, qui est un point très important, c'est-à-dire d'avoir une croyance qui est proche et qui de ce que croit le groupe va permettre de se réaliser, et mine de rien, une croyance qui permet à l'individu de se réaliser dans son système social est efficace. Voilà. Cet objet est intéressant pour nous parce qu'il a une nature duale, c'est-à-dire que d'un côté, il émerge d'une question qui paraît presque gênante dans ce cercle philosophique, c'est une croyance en l'optimalité et la vérité, et en même temps, pour résoudre ce problème, je me retrouve pleinement dans une autre tradition complètement opposée, qui est celle de la construction sociale, celle où je dis, de toute façon, il n'y a aucune vérité. Et je me retrouve avec un objet intermédiaire, où je dis,
Vous ne pouvez pas établir la vérité parce que c'est hautement combinatoire. Vous croyez qu'il n'y a pas de vérité du tout. Donc bon, alors on va faire effectivement... Et en fait, il existe des objets intermédiaires qui mélangent les deux qualités, qui à la fois dérivent d'une nécessité de trouver une certaine optimalité dans l'action, mais en reconnaissant pleinement que ceci ne peut venir que par la construction sociale, et en acceptant le bruit, ce que l'on appelle le bruit du point de vue des rationalistes, le bruit du système social. Donc leur validité épistémique n'est donc pas, c'est-à-dire de se dire est-ce qu'elles sont justes, vraies, n'est donc pas obligatoirement inférieure à l'épistémologie positive. Pourquoi ? Parce que en fait elles sont incommensurables, on ne peut pas les comparer. En épistémologie positive, je m'intéresse juste à savoir si telle ou telle règle est vraie indépendamment. Dans cette logique-là, quand je regarde ce qu'on va appeler dans quelques secondes un paradigme, ce qui m'intéresse, c'est est-ce que cet ensemble de croyances est relativement optimal. Et l'une et l'autre ne sont pas obligatoirement rapprochables. Donc les deux sont intéressants d'un point de vue épistémologique. Alors, dernier point que je voulais évoquer, c'est que quand on se met à réfléchir à ces éléments-là, on va tomber sur ce concept de paradigme dans son usage qui l'a rendu célèbre. C'est de réfléchir à l'idée que ces règles qui vont émerger par un bruit dans le système social, ne sont pas obligatoirement sélectionnées individuellement. Ce n'est pas la règle « je crois en l'argent » ou « je crois au risque », au fait que je dois être quelqu'un qui aime le risque. Ce n'est pas obligatoirement cette croyance individuelle qui est sélectionnée. Les règles vont souvent venir en cluster, elles vont venir en groupe. C'est-à-dire que je peux avoir un groupe de 3 croyances, et peut-être que celle-là, dans le fond, n'est pas très efficace, mais elle interagit très bien avec les 2 autres. Et donc, même si l'environnement bouge et celle-là devient de moins en moins juste, tout compte fait, le système social ne la rejette pas par adhérence des règles entre elles. Donc on va avoir une sélection par agrégat, et cet agrégat va donc avoir des comportements où il ne va rien se passer pendant un certain temps, puis tout à coup, bon, vraiment, il y a eu tellement de mouvements dans l'environnement, la croyance doit changer, et elle change de manière non linéaire, et ces grands plats, Thomas Kuhn écrit donc un grand texte fondateur en épistémologie où il identifie ça, il appelle ça un paradigme. Et donc on va sauter de paradigme en paradigme. Et dans cette réflexion, l'acteur de terrain, par exemple dans mes données l'entrepreneur, se retrouve à être ce que l'on peut appeler un scientifique naïf, parce que Thomas Kuhn étudiait les scientifiques. Il s'étonnait que la science ne bouge pas, puis tout à coup bouge. Donc on fait la mécanique classique, puis tout à coup on fait la mécanique quantique. Et donc on se retrouve avec les mêmes dynamiques paradigmatiques chez les praticiens qui en fait agissent comme des scientifiques, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment un système de croyances qu'ils valident alors par leur calcul social, alors que dans une tradition positiviste, on validerait par d'autres méthodes. Alors donc j'en arrive à la conclusion sur qu'est-ce que ceci nous apporte sur notre réflexion sur un monde fractionné. Nos croyances liées à l'action, et ça peut être la politique, ça peut être des actions de la vie économique et sociale, vont être la résultante nécessairement d'une dynamique sociale. Ceux qui vous disent c'est comme si, c'est comme ça, en particulier nos camarades économistes qui diraient je sais que ceci est comme ça, c'est une pensée isolée qui est peut-être vraie, mais pour plein de raisons, dont la mienne, on peut se poser la question sur leur validité. Donc l'action et la théorie de l'action va émerger d'une dynamique sociale, elle va malheureusement donc être par nature fractionnée par communauté, parce que l'individu ne communique pas à la totalité de la planète, il communique par proximité géographique, et de nos jours par une proximité, par de nouveaux outils qui ont fluidifié ce travail d'échange que sont les médias sociaux. Et donc l'on observe, ça a été beaucoup commenté de manière très très claire il y a 2 mois, il y a 1 mois, avec l'élection d'un président dans un grand pays nord-américain, où les gens se sont étonnés du fait qu'il y avait des vérités qui semblaient complètement alternatives, qui sortaient du néant pour un certain nombre de bien-pensants. Et ceci effectivement a été identifié dans ce qu'on appelle des bulles informationnelles qui sont maintenant amplifiées par nos réseaux sociaux. C'est-à-dire que les gens réussissent à créer des clusters de croyances qui deviennent avec une rapidité et une dynamique que l'on n'avait peut-être pas connue avant l'introduction de ces outils. La difficulté donc d'établir une épistémologie pratique, donc c'est effectivement compliqué dans le fond, même dans un domaine aussi simple que l'entrepreneuriat, c'est compliqué d'établir une croyance sur l'entrepreneuriat. On peut dire ça, je sais que c'est faux, mais établir la bonne croyance, ça devient compliqué. La recherche de vérité est donc effectivement, au regard de cette réflexion, quelque chose qui restera fondamentalement difficile. On va le revoir sur un certain nombre de problèmes sociaux et politiques, sur la difficulté croissante que nous avons à s'entendre sur des grands problèmes. Les gens ne peuvent plus s'entendre sur les vaccins, les gens ne peuvent plus s'entendre sur le genre, les gens ne peuvent plus s'entendre sur la notion de l'étranger, les gens ne peuvent plus s'entendre sur la religion et la validité des religions, les gens ne peuvent plus s'entendre même sur les droits humains.
Parce que ces clusters de croyances jouent un rôle, ils sont nécessaires pour établir un système qui tienne la route, et nous n'en connaissons pas d'autres, mais malheureusement, ils vont mécaniquement créer ces bulles qui deviennent de plus en plus isolées. Voilà. D'où, et je rejoins Saba sur cette réflexion, des dangers de sous-investir ou de privatiser l'école. C'est-à-dire qu'effectivement, je pense que la société nord-américaine, pour ceux qui regrettent les résultats de l'élection qui vient d'avoir lieu, la société états-unienne, je pense, en 2016, paye le mouvement de ce qu'ils appelaient les charter schools, où ils ont laissé la privatisation des écoles et la création d'un certain nombre de lieux isolés où pouvait se créer une épistémologie locale selon un certain nombre de croyances. Et aujourd'hui, effectivement, le gros de la population bien pensante a du mal à reconnaître les pensées qu'il peut y avoir dans d'immenses plaques de la population de nos pays démocratiques. Merci pour votre attention.